Oui, oui, j'étais en train de régler la vidéo, c'est pour ça. Que personne ne réfléchit, ça marche un petit peu. Alors, je mets juste en partage. Personne n'envoie de vidéo. Non, alors bonjour Stéphane. Bonjour. On te voit. Enfin, je pense que te voir. Super. En fait, donc comme je disais, là aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas forcément envoyer de vidéo parce qu'on est assez nombreux. Et là, je vais juste mettre en partage la présentation. Ah, c'est important, j'essaie de baisser. Alors, excuse-moi, je vais juste baisser le son. Pourquoi? Excuse-moi. Ouais, alors du coup, il n'y a pas de vidéo, c'est ça? C'est ça, on va juste mettre on souhaitait, pour pallier à l'éventuel problème technique, rester focalisé sur le son. Nous, on va mettre en partage, je suis en train de le faire, normalement, vous devriez voir la présentation. Okay. Et ensuite, David Loy a préparé également une présentation. Alors Jean-Marc, bon, bah, Je vois le support de présentation, ça y est. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est que, alors pas celui-ci, mais je vous enverrai à la suite oui. le support. Bonjour à tous, il faudrait que Stéphane écoute la vidéo parce qu'à mon avis, ça nuit à la fluidité de la présentation. Stéphane, tu peux couper ta vidéo, s'il te plaît? Oui, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais quitter la conférence et je vais revenir, je vais retourner à mon poste. Alors, si non, tu peux rester sur la conférence, mais il faut que tu décoches la vidéo. On ne te voit pas, quoi. On ne te voit pas, en fait, parce que ça enlève oui, ça. Et puis, ce que je fais en parallèle, c'est que je Merci, c'est bon. Ce que je fais en parallèle, c'est que je vais vous envoyer aussi le support de présentation de David Loy, comme ça, si jamais il y a des problèmes techniques pour suivre la présentation en ligne, vous pouvez tous la suivre sur vos postes. Voilà, je suis en train de l'envoyer. Bon, ça me rassure un petit peu d'avoir entendu Pierre. Je pense que vous nous entendez un minimum, donc on va pouvoir démarrer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif aujourd'hui, c'est bien, voilà, en 2 heures, de pouvoir vous présenter les outils qui sont mis à disposition à différents niveaux pour participer au contrôle, sur des niveaux un peu plus avancés directement sur le cubisme, on y reviendra, à un niveau un peu moins avancé, on va dire. TTI Production nous propose aussi un système de commentaires sur Imagette qui est plutôt intéressant pour les moins initiés. L'objectif étant vraiment de pouvoir avoir un maximum d'acteurs du terrain qui participent au contrôle parce que c'est vraiment vous qui avez cette connaissance et qui allez permettre d'augmenter la qualité des futures données. Et c'est également aussi un premier pas dans l'appropriation des données par les utilisateurs. Et donc, donc, comme je le disais tout à l'heure, la production est en cours pour le département 67. On aura des livraisons départementales pour chaque livraison successive. Alors, sauf pour celui-ci, comme finalement c'est le premier département à être produit, on a fait le choix d'avoir une livraison en 3 secteurs. Donc, pour chaque secteur, on aura bien les 2 millésimes, 2018-2019 et 2007-2010 qui seront livrés, avec un découpage nord-sud qui a été fait. Donc, le premier secteur correspondra au secteur nord. Donc, il sera livré fin février. Et ensuite, on aura la livraison des 2 autres secteurs les 2 mois qui suivent. Donc là, en termes finalement de calendrier prévisionnel sur les périodes de contrôle qualité, on aura 3 semaines de contrôle sur le mois de mars, 3 semaines au mois d'avril avec, il y a les congés scolaires qu'il faudra prendre également en compte, et 3 semaines où vous seriez également potentiellement mobilisé en mai pour contrôler le dernier secteur, donc le sud Bas-Rhin. Donc, comme je le rappelle, qui avait été convenu avec les producteurs et avec TTI Production, c'est que on a en tout, il y a un délai de 1 mois pour contrôler les livraisons, dont 3 semaines qui sont allouées aussi au groupe projet. Donc, il faut quand même 1 semaine pour TTI Production pour pouvoir reprendre, capitaliser l'ensemble des remontées pour faire un retour à CIRS. Ensuite, CIRS aura un délai de 1 mois
pour pouvoir intégrer les modifications, corrections. Et là, en l'occurrence, sur le département 67, la livraison finale des données validées, elle est estimée à fin juin. Donc normalement, d'ici fin juin, on a l'OCS grande échelle sur le 67. Super. Par rapport au calendrier prévisionnel, alors pour cette année, puisque la production, elle va durer quand même jusque fin 2021, et je le rappelle, mais vous le savez, pour le territoire Champardonnais, on est vraiment dépendant des orthos et surtout de l'actualisation de la BD derrière pour la génération du socle. Si on s'arrête plutôt sur 2020, normalement, d'ici la fin de l'année, on aura 4 départements de produits. Et vous, pour identifier, alors on n'est pas à l'abri de glissement de calendrier, bien entendu, mais en tout cas, à ce jour, on serait mobilisé sur le contrôle du 88 au mois d'août, bon, en pleine période estivale, mais voilà, c'est comme ça. Sur le 57, ce serait sur le mois de septembre, et on finirait sur le 54 en novembre. Alors, par contre, pour les prochaines livraisons, comme je le disais tout à l'heure, où il faudra faire attention, c'est qu'on sera vraiment sur l'ensemble du bloc départemental et plus sur une livraison sous secteur, donc toujours avec un délai de 3 semaines pour contrôler les 2 millésimes, en fait, vraiment l'ensemble des données. Ok. Donc, un petit rappel sur les outils qui ont été mis en place, notamment l'espace d'échange de files où on retrouve le web mapping, mais aussi le cloud de dépôt et d'échange de documents, le forum de discussion. Donc on va y revenir tout à l'heure. Alors si jamais certains d'entre vous ont des soucis de connexion ou autres, n'hésitez pas aussi à le faire remonter. Tout le monde a reçu ses identifiants, tout le monde a accès aux différents outils. Et donc je laisserai David après vous présenter cela plus en détail, mais c'est aussi par le cloud que vous allez accéder aux imagettes et aux fichiers XLS, qui est la solution la plus simple, entre guillemets, pour participer au contrôle, mais aussi, vous pourrez aussi accéder aux données à télécharger en local sur vos outils bureautiques, QGIS ou ArcView, aussi via le cloud. Et l'outil de web mapping est également disponible, en sachant qu'on a vraiment, jusqu'à présent, on échange beaucoup par mail. Il y a également la possibilité d'interagir via le forum de discussion, ce qui permet aussi de capitaliser et de suivre les échanges. Et notamment quand on rentrera vraiment dans les périodes de contrôle, en cas de questionnement ou de difficulté, n'hésitez surtout pas à créer un topic. Donc voilà, je vais s'attaquer directement à la conclusion. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en partage la présentation de David que vous avez dû recevoir normalement par mail. Je l'ai envoyé au début de mon intervention, sauf peut-être... Juste une chose, Amandine, tout le temps où tu as déroulé ton PowerPoint, j'ai pu rester sur la première page. Je ne voyais que la première page. C'est seulement à l'instant là que je viens de voir ta nouvelle page. D'accord. Je ne sais pas si pour les autres c'était pareil. Pierre? Oui, c'est pareil. Une précaution pour l'ensemble des personnes connectées, c'est qu'ils coupent leur micro le temps de la présentation parce que ça fait des interférences. Merci. Oui, mais tu as bien vu le déroulé du PowerPoint? Là, on le voit, oui, il n'y a pas de problème. Mais actuellement, on a des sons perturbants, quoi. On t'entend bien, mais il y a plein d'écho. Donc, je pense que ça vient des micros qui sont ouverts chez certains. Quand tu réagis. Bon, désolé pour toutes ces... je n'ai pas vu les... Alors, pour ces contraintes, un petit peu, c'est la visio a les avantages de ne pas se déplacer, mais quelques inconvénients. Donc, je vais mettre en partage le PDF de David. N'hésitez pas à l'ouvrir, sinon en local, normalement, tout le monde l'a reçu. Alors, Stéphane, tu n'étais peut-être pas dans la liste, je vais te l'envoyer. À chaque fois que je changerai de slide, je l'indiquerai, comme ça, si vous voulez suivre en parallèle. Mais j'entends tout. Je veux bien avoir le PowerPoint parce que je ne l'ai pas reçu. Oui, tu l'as pas, oui, parce que tu n'es pas dans la liste des inscrits, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas, mais je vais te l'envoyer. Donc je coupe au micro. Oui, d'accord. Allô? Oui, David? Ah non, j'entendais plus personne, c'est pour ça que je m'inquiétais.
C'est bon, c'est bon. Vas-y, je te laisse la parole. Merci. Ça, c'est toujours. Moi, je vois toujours ton PowerPoint à toi. Ah, ça y est, ça Ah a oui, il y a un changé. petit temps de. Ouais. Là, est-ce que Il y a tu un vois la petit temps deuxième de- diapo? Ouais, c'est un peu flou, mais c'est bon. Je pense qu'il y a un temps de mise au point qui. Oui, je pense aussi. Bah, sinon, le mieux, si vous avez plusieurs écrans, ou même à la limite, si vous les mettez par-dessus, on peut éventuellement afficher le PowerPoint que vous avez reçu par mail. Et moi, de toute façon, à chaque fois, je vous indiquerai sur quelle page je suis. Donc, vous déroulez en cours de route. Parce que c'est vrai que sur le partage d'écran, enfin, moi, ça floute un peu, quoi. Nous, c'est bon. Hein, en tout cas. Moi, D'accord. Ok, bah, là, on est sur la page 2. Donc, je vais juste me représenter 3 minutes pour s'il y a des gens qui ne me connaissent pas encore. David Loy, de la société TTI. Donc, on est responsable du contrôle qualité externe. Donc là, on a essayé de mettre en pratique, on l'avait déjà fait sur les zones tests, un contrôle qualité Copil Cotec, donc les personnes volontaires pour faire le contrôle qualité. Donc là, on parle bien de la production du prochain département, le 67, sur lequel on vous proposera de faire quelques contrôles qualité supplémentaires à ceux que nous, au contrôle qualité externe, on fait déjà. Je vous ai pas demandé, mais tous, vous m'entendez bien ? Oui. Alors, de notre côté, oui. D'accord, ok. Très bien. Je continue. Donc, la slide 3, la suivante. Donc, je rappelle, là, j'ai juste rappelé qu'en fait, en tant que contrôle qualité externe, on a énormément de contrôles qui sont déjà tout automatisés et sur l'ensemble de la couche vectorielle. C'est-à-dire que, par exemple, pour les UMC et les choses comme ça, c'est des scripts qui tournent et du coup, ils testent l'ensemble de la couche. Et donc, il y a tout un tas de tests qu'il n'est pas utile de refaire de la part du contrôle qualité du Copil ou du Cotec. Et donc, je vous ai mis en bas donc les contrôles qui éventuellement pourraient être complémentaires de ceux que je fais de votre part. Donc, des contrôles géométriques sur les largeurs minimales, parce que ça, c'est un contrôle qu'on ne peut pas automatiser, c'est visuel. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé, donc je vais juste le repréciser. Nous, au contrôle qualité, on a donc des choses qui sont globales, mais ensuite, pour la thématique notamment et pour quelques contrôles, on génère un semi de points aléatoire. Et c'est sur ce semi de points que je fais tous les contrôles. Donc c'est sûr que la méthodologie du semi de points, c'est qu'on peut tomber à côté, on peut tomber dedans, mais statistiquement, normalement, on devrait avoir une image à peu près correcte de la qualité du produit. Donc au niveau des contrôles géométriques que éventuellement vous pouvez les faire, donc les contrôles géométriques, le respect des largeurs minimales, le contrôle de la précision, de la délimitation. Donc je vais expliquer après tout ça. Le contrôle des écarts à la réalité et le contrôle de densité d'information. Mais celui qui nous intéresse vraiment le plus, c'est le contrôle thématique. Donc là, ça se fait sur un échantillonnage de points que moi, je vais générer, qui ne sera pas redondant avec celui que moi, je contrôle. Et donc, vous aurez éventuellement à disposition des points contrôlés qui seront supplémentaires et qui seront intégrés à mon échantillonnage à moi. Je passe sur la slide 4. Donc, je vais rappeler quelques règles quand même à respecter. Donc, il y a des UMC, des unités minimales de collecte, qui ont été définies dans la nomenclature. Donc, ces unités minimales de collecte, elles sont à prendre en considération dans les contrôles qualité. C'est-à-dire que si, à un moment donné, vous voyez des oublis de choses qui n'ont pas été délimitées, il faut aussi se demander, est-ce que l'entité que vous voyez, elle n'est pas inférieure à l'UMC et que c'est pour ça qu'elle n'a pas été délimitée. La nomenclature avec toutes les UMC, elle est fournie. Alors sur le cloud, il y a un répertoire qui s'appelle contrôle, normalement auquel vous avez tous accès. Et dedans, donc, il y a la nomenclature. Vous allez retrouver aussi le PowerPoint et le PDF de présentation et toutes les données que vous aurez dont vous aurez besoin pour faire les contrôles. Ensuite, la deuxième contrainte, c'est l'échelle de production.
qui est au 2 millième. Donc c'est pareil, il faut faire attention d'essayer de pas trop zoomer sur les données. C'est sûr que quand on zoome au 500e ou au millième, on voit mille choses, donc on peut détecter des erreurs, mais le producteur, lui, c'est son échelle de travail. Normalement, il n'a pas à zoomer, donc pour les contrôles, il faut respecter ses conditions de travail et essayer de respecter donc l'échelle qui a été définie. Au niveau de la thématique, pour les contrôles thématiques, il faut vraiment, à ce moment-là, essayer de préciser s'il y a une erreur ou pas, mais dans la mesure où on est certain de sa décision. Si vraiment vous savez pas si la parcelle est bien classée ou pas, il vaut mieux passer à la suivante et ne pas donner de commentaires. Au niveau de la géométrie, ça concerne surtout le tracé. Est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est correctement fait au 2 millième? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'écart géométrique par rapport à la BD ortho? Et est-ce qu'on pourrait resegmenter éventuellement un polygone, par exemple la surface en herbe? Est-ce qu'éventuellement il n'y avait pas un verger au milieu qui était suffisamment grand pour être délimité et qui ne l'a pas été? Alors, je passe à la slide 5. Voilà. C'est un peu long parce que il faut que je passe les slides sur 2 ordinateurs à la fois. Donc, je vais rappeler aussi quelques règles en photo-interprétation. Donc, le respect des largeurs minimales. La largeur minimale, ça concerne essentiellement donc les réseaux routiers, réseaux hydrographiques. Et ça, c'est généré déjà dans le socle pour ceux qui ont déjà un peu suivi tous les processus de production de CIRS. Ils génèrent un socle d'abord, donc avec le réseau routier, le réseau ferré, le réseau hydro. Ils me le transmettent, donc j'ai déjà un contrôle là-dessus. C'est pas forcément, utile de le refaire. Par contre, la LMC, ça va aussi pour toutes les autres classes. Par exemple, on pourrait utiliser l'image qui est en dessous, la partie vraiment tout en bas qui semble être, un trou. On voit qu'à un moment donné, on a joint cette partie-là au reste du polygone par un petit couloir, disons. La LMC, c'est ça. C'est à un moment donné, il ne faut pas que le photo-interprète s'amuse à créer des couloirs trop longs et d'une largeur insuffisante. Tout ça pour englober quelque chose qui se trouve un peu distant par rapport à ce qu'il avait écarté initialement. Donc, je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais sinon vous pourrez reposer des questions après. Enfin, la LMC, c'est ça. Ensuite, le contrôle de la précision de la délimitation. Ben là, c'est justement ce que j'ai illustré sur le petit exemple. C'est en fonction du photo-interprète, en fonction du soin à faire le tracé, et éventuellement en fonction aussi de l'échelle à laquelle il a fait son tracé. Là, j'ai mis 3 exemples. Donc, la délimitation bleue qui est vraiment la plus mauvaise, soit elle a été faite à une échelle qui n'était vraiment pas celle qui a été définie, ou alors soit elle a été faite trop rapidement. Une version rouge qui, à la limite, peut être acceptable, et une version jaune qui est la version idéale par rapport à ce qui devrait être fait. J'ai pas fait la version extrême où, par exemple, le photo-interprète aurait travaillé au 500e, mais là, on reconnaît aussi, c'est très, 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 très découpé, on voit que tout a été englobé, on se retrouve avec un polygone qui est vraiment très, très détaillé, et c'est pas bon non plus, parce que de toute façon, l'échelle de travail, c'est le 2 millième. Donc, en gros, ça, c'est la précision de la délimitation. C'est est-ce que le producteur a bien travaillé à l'échelle qui lui était définie, et éventuellement, est-ce que les photo-interprètes n'ont pas trop simplifié la photo-interprétation avec une interprétation trop anguleuse. Donc, en fait, c'est deux choses que l'on peut contrôler. Donc, je les ai qualifiées de difficiles, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se fait globalement sur l'ensemble de la couche. Je ne peux pas générer de semis de points puisque je ne sais pas où vont tomber les erreurs. Donc, en fait, l'idéal, c'est de se définir, par exemple, quelques kilomètres carrés sur des secteurs plus ou moins dispersés, regarder l'ensemble de l'écran avec l'interprétation et l'image en dessous, et repérer éventuellement des problèmes de LMC, voir si le tracé il est assez homogène sur l'ensemble de l'écran,
ou si on voit des différences comme les exemples que j'ai donnés. C'est ça en fait. Donc moi c'est pareil, dans mon contrôle c'est ça, je me définis plusieurs kilomètres carrés aléatoirement sur le territoire et je vais faire ces contrôles comme ça sur SIG directement. Donc selon les contrôles que l'on fait, on n'utilise pas forcément les mêmes outils. Comme disait Amandine, je vais proposer 3 méthodes. Il va y avoir une méthode sur le web mapping, une méthode sur QGIS et une méthode avec des imagettes. Donc là, j'ai indiqué, on peut faire ces 2 contrôles sur web mapping ou sur QGIS, mais par contre, on ne pourra pas le faire sur les imagettes. Je suis un peu essoufflé, je parle fort. Je vais passer à la slide suivante. Hop. Donc on est sur la 6. Voilà. Donc, dans la continuité des contrôles géométriques, les écarts à la réalité, donc là, éventuellement, on peut le faire sur le semi de point que je vais fournir. C'est-à-dire que pour les polygones donnés, est-ce que le tracé, il est vraiment bon? Là, on voit un exemple, le réseau Hydro n'a pas été corrigé. On voit bien qu'il y a un écart vraiment important entre le réseau Hydro tracé et le réseau Hydro réel sur la petite imagette avec les polygones en vert. Le contrôle des écarts à la réalité, c'est ça. Est-ce que vraiment ça a été bien tracé ou est-ce que le photo-interprète est un peu à côté de la plaque et qu'il a mal délimité son polygone? Donc ça peut se faire sur un semi de point. Je fournis un certain nombre de polygones et sur ces polygones-là, on va contrôler que la limite est bonne et qu'il n'y a pas trop d'écart par rapport à la réalité. Alors, il ne s'agit pas de noter non plus tous les écarts. Il y a une tolérance quand même qui est acceptée sur une zone qui fait tout un département. On se doute bien qu'on ne peut pas être bon partout. De toute façon, à la limite, vous les signalez. Et moi, je récupère l'information, je juge, est-ce que c'est quelque chose qui vraiment revient souvent ou est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment très localisé, il y a eu quelque chose de mal tracé, mais bon, sur l'ensemble de la donnée, ça ne vaut pas le coup de le relever, quoi. Et ensuite, la densité d'information. Donc là, c'est plus par rapport à des oublis de polygones. Là, j'ai donné 2 exemples. L'exemple en couleur qui devrait être la délimitation normale et un exemple par-dessus où il y a juste les traits noirs, où on voit que le photo-interprète a englobé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de polygones qu'il n'a pas dessinés. En fait, il aurait dû subdiviser les polygones de façon plus fine et il ne l'a pas fait. La densité d'information, c'est ça en fait. Est-ce qu'il a trop simplifié son interprétation en englobant beaucoup de choses dans ses polygones, ou est-ce qu'effectivement il a bien respecté les UMC, il a bien délimité tout ce qu'il avait délimité, et dans ce cas-là, le travail est bon. Donc ça, c'est pareil, on est obligé de faire ça sur des zones. On ne peut pas faire ça sur un échantillonnage de points. Donc, sur le même principe, on se définit quelques écrans de quelques kilomètres carrés et on regarde sur l'ensemble, est-ce qu'il y a des oublis, est-ce que la densité est bonne, est-ce que c'est homogène, et voilà. Donc là, pareil, sur web mapping ou sur QGIS. Au niveau de contrôle qualité thématique, donc celui-là, c'est le contrôle prioritaire, c'est vraiment celui pour lequel on attend des retours. Donc là, je l'ai qualifié de facile dans le sens où, à partir du moment où c'est votre domaine de compétences, que ce soit urbanisme pour l'urbain ou champ d'agriculture pour l'agricole, etc., il n'y a aucun souci. Mais bon, c'est pas parce qu'on a un domaine de spécialité qu'on ne peut pas aller non plus voir ce qui se passe dans l'agricole ou dans le milieu naturel. On est quand même capable de juger par soi-même la pertinence de la photo-interprétation. C'est pas quelque chose quand même qui est excessivement difficile, quoi. Donc là, c'est moi qui vais générer donc un semi de point. Et le contrôle se fera soit par la méthode des imagettes, soit sur QGIS directement pour ceux qui maîtrisent bien l'outil. Donc je vais changer de slide encore. Hop. Voilà. Il y aura éventuellement aussi un contrôle donc, sur les évolutions.
sachant que le contrôle sur l'évolution, en fait, il est aussi implicite sur le contrôle de la donnée 2018-2010, puisqu'à partir du moment où on repère les erreurs sur ces deux millésimes, forcément, implicitement, on repère aussi ce qui va être généré dans les évolutions. Donc des évolutions qui ne seront pas bonnes parce que l'un des codes n'était pas bon dans l'un des deux millésimes, implicitement, donc ça sera déjà mis en évidence. Mais on peut aussi faire d'autres contrôles, notamment nous en contrôle qualité, on définit deux classes, les évolutions impossibles et les évolutions improbables. Ça, c'est des scripts. On va définir par exemple que du tissu urbain compact qui devient du tissu diffus en zone agricole, c'est une évolution impossible. Bon, tout peut toujours arriver, mais là, a priori, ça ne devrait pas exister. Les zones d'activité économique qui deviennent de l'extraction de matériaux, dans ce sens-là, c'est quand même dans le domaine de l'impossible. Donc ça, c'est les évolutions impossibles. Et ensuite, il y a de l'évolution improbable. Souvent, on utilise plutôt le niveau 3 ou le niveau 1, du genre de l'urbain qui redevient de domaine agricole ou naturel, c'est fortement improbable, sauf abandon, ruine, la ruine est enlevée, ça reprend, etc. Bon. Donc le script, il va comment dire, balayer tout le département et repérer donc dans tous les combinaisons entre les deux millésimes, ce qu'on juge comme impossible et ce qu'on juge comme improbable. Ensuite, en fonction de ce qu'il a trouvé, ça dépend du nombre. Si le nombre est relativement faible, enfin, je n'ai pas une idée du nombre de polygones à vous donner, mais si c'est relativement faible, moi, je vais contrôler absolument tous les polygones que le script va me fournir. Si le nombre de polygones est un peu plus élevé, du coup, à ce moment-là, on pourrait se diviser le travail. J'en fais une partie et j'en donne une deuxième partie à faire au Copil et au Cotec pour vérifier si ce que le script a identifié, si c'est un cas normal, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà vu de l'urbain redevenir de l'agricole. C'est très rare, mais ça arrive. Ou alors, si vraiment l'erreur qui est identifiée était vraiment une erreur, soit de code erroné sur l'un des deux millésimes, soit même le code erroné sur les deux millésimes en même temps. Je passe donc à la slide 8. J'ai mis aussi quelques petits rappels sur les méthodologies de production. Donc il y a deux aspects là sur l'image, la segmentation logique, excusez-moi. Donc la segmentation logique, c'est essayer de passer par les limites naturelles. C'est-à-dire que pour diviser deux parcelles, s'il y a un chemin, une haie ou quoi que ce soit qui sépare les deux parcelles, on va essayer de passer au milieu de la haie ou de la route pour se diviser les deux parcelles. Donc là, sur le petit exemple que j'ai donné à côté, tout à droite au niveau du petit terrain sportif, là, on voit que la limite, elle passe bien dans le petit chemin, donc il n'y a pas de souci. Au centre, on voit que là, déjà, à droite, il y a un petit bosquet qui dépasse la limite. On voit qu'on aurait pu suivre un petit peu plus le réseau routier pour encadrer ce petit bosquet. Bon, là, c'est un cas, je veux dire, on peut passer dessus. C'est quand même pas très significatif. Mais enfin, c'est pour illustrer un peu qu'est-ce que c'est que la segmentation logique. C'est vraiment essayer de passer à chaque fois au milieu des entités linéaires qui séparent les polygones. Il n'y a aucune raison, par exemple, si on sépare de l'urbain d'une parcelle agricole, de passer, si la route n'est pas matérialisée par un polygone, de passer au bord d'une route pour l'un et d'englober la route entièrement pour l'autre. Au niveau de la segmentation homogène, je vois qu'il y a des questions. Ah non, en fait, il y a une personne qui n'a plus de son. Bon, je continue malgré tout. Oui, je vais lui proposer de se reconnecter. Est-ce que c'est le seul dans ce cas-là? Oui. Bon, merci Nadia. Nous, c'est bon, tout. D'accord, on continue David et puis je vais lui proposer de se reconnecter.
D'accord. Donc la segmentation homogène, ça c'est surtout dans les milieux naturels en fait que c'est important. Dans les milieux agricoles, on a des limites de parcelles qui sont bien nettes. Dans l'urbain, on a toujours des haies, des murets, des limites aussi qui sont intuitives. Dans les milieux naturels, on a des milieux en transition. On passe d'une surface en herbe naturelle à une forêt par une transition herbacée, arbustive, puis après arbustive, arborée, genre forêt ouverte, etc. Et on arrive sur la forêt. Donc là, en fait, la segmentation homogène, c'est d'essayer de déterminer des parcelles où la nature du sol est identique. C'est vrai que quand on a, par exemple, du buisson ou quelques arbres éparses qui commencent à arriver, la limite n'est pas nette, elle est floue forcément. Et c'est là où il faut réussir à délimiter un polygone qui englobe à peu près quelque chose d'homogène. Dans les exemples que j'ai fait tout à l'heure, enfin que j'ai fait sur le PowerPoint, tout à droite, on voit que sur la flèche la plus à droite, on est encore dans une zone de transition. On est encore de la surface en herbe, on n'est pas encore tout à fait dans la forêt. Donc le photo-interprète aurait pu éventuellement englober cette partie-là dans l'autre polygone qui est voisin. Dans l'exemple qui est à gauche, donc là pour englober plusieurs surfaces en sol nu certainement ou en roche, il a décidé d'englober une partie aussi de la surface en herbe. On peut se demander est-ce que c'était vraiment utile d'isoler cette parcelle, tout ça pour englober quelques patchs de roches enfin, au bout d'un moment, il faut se demander si la surface de roche et la surface en herbe est de 50% dans le polygone, est-ce que c'était vraiment utile de délimiter ce polygone? Donc ça, c'est la segmentation homogène. Il faut faire aussi attention aux effets d'ombrage. Donc j'ai donné l'exemple en bas d'une photo-interprétation où on voit un liseré noir qui dépasse vers le nord, donc qui est l'ombre de tous les arbres. Donc il faut faire attention aussi que le photo-interprète il prenne bien la limite de la forêt et non pas la limite de l'ombre. En général, sur du 2 millième, on ne peut pas se tromper. Si par contre il fait la photo-interprétation au 5 millième, là il peut y avoir confusion et c'est là qu'on va voir que il a pris l'ombre au lieu de la limite de la forêt et que bon, soit il n'a pas travaillé à la bonne échelle, soit il a vraiment fait une grosse confusion. En tout cas, la limite vaut le coup d'être signalée. Il faut faire aussi attention qu'avec les effets d'ombrage, avec les versants qui sont éclairés et les versants qui sont à l'ombre, du coup, on a des arbres qui sont ombrés ou des arbres qui ne le sont pas. Dans l'exemple qui est à côté, là où il y a les deux flèches, en fait, on a exactement la même chose. On a vraiment de la forêt de chaque côté. Sur un versant, on a de l'ombre, donc on voit bien que c'est de la forêt, on voit le relief des arbres, etc. Et sur l'autre versant, en fait, on n'a pas d'ombre. Donc on a l'impression qu'on est plutôt sur du buisson, des choses comme ça. Et en fait, non, on est vraiment sur la même entité, et c'est juste un problème d'ombrage par rapport au versant. Donc ça, il faut essayer de le prendre en compte aussi lorsqu'on fait les contrôles, de bien vérifier si ce qu'on voit est vraiment une erreur ou alors si effectivement c'est des problèmes liés aux ombrages ou autres qui font qu'on a l'impression qu'il y a deux entités différentes. Donc je vais passer sur la slide 9. La dernière règle, c'est la règle d'agrégation. Comme on l'a dit, il y a des unités minimum de collecte, c'est-à-dire que les petites entités inférieures à ces surfaces qui ont été définies, on les délimite pas, on les assimile au voisinage. Donc en général, on définit des règles. Par exemple, dans la première règle, on a regroupé le champ avec la ville. On considère qu'on regroupe plus facilement les deux milieux qui sont d'une certaine manière anthropisées entre elles et qu'on laisse la parcelle forestière à part. Dans le cas juste au milieu, on a fait l'inverse, on a de la lande et de la forêt. La lande et la forêt étant plus proches, on rassemble la lande avec la forêt. Et dans les cas où c'est un patch qui est inclus à l'intérieur d'un autre, là, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Si la maison ne peut pas être délimitée, elle est forcément inclue dans la forêt, même si on est vraiment dans quelque chose qui est très, très différent thématiquement. J'en ai mis quelques exemples à côté. Une petite prairie au milieu de la forêt. Bon, là, on ne peut pas la délimiter. Elle est noyée au milieu de la forêt. Et en bas, une ripisylve
qui est trop fine, pas assez large pour être délimitée en tant que répisylve. Elle a été préférentiellement rajoutée avec le milieu naturel, sachant que là, il faut se méfier, ce qui dépasse, c'est l'ombre, hein, c'est pas la répisylve elle-même. Donc je change de slide. Je suis sur la 10. Donc là, je fais un petit rappel de tous les contrôles qu'il est possible de faire. Donc les largeurs minimum, donc à faire soit sur QGIS, soit sur le web mapping sur quelques zones de quelques kilomètres carrés. À vous de définir en fonction de la charge de travail que vous voulez faire sur le contrôle. Le contrôle de précision des délimitations, donc à faire sur QGIS ou sur web mapping. Le contrôle des écarts à l'arrêté, donc là, c'est sur les imagettes ou sur QGIS sur un semis de points qui vont être présélectionnés. Le contrôle de densité d'information, donc sur QGIS ou sur le web mapping, sur pareil, sur des zones à définir. Le contrôle thématique, là, on est vraiment sur du semis de points, sur les imagettes ou sur QGIS. Et la pertinence des évolutions, c'est pareil, c'est sur un semis de points que je fournis avec les évolutions impossibles ou improbables. Toujours pareil sur les imagettes ou sur QGIS. Donc j'ai illustré en fait les deux méthodes en bas. Soit on a un semis de points aléatoire, enfin c'est semi-aléatoire, et dans ce cas-là, on a vraiment que les polygones à contrôler qui sont sous le point. Soit l'autre méthode, on définit des zones aléatoires ou non. De toute façon, c'est pour contrôler plutôt la qualité du tracé que la thématique. Donc, c'est pas très important qu'on choisisse ou qu'on choisisse pas le secteur. L'important, c'est que le secteur soit bien homogène, en fait. Pour la première partie, j'ai fini. Je vais peut-être laisser le temps à des gens de réagir, peut-être, avant d'attaquer la partie suivante. Sauf s'il n'y a pas de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des interrogations à ce stade. Donc déjà, c'était vraiment un rappel. Non, pas. Enfin, en tout cas, nous, on n'en a pas. Si, on nous entend. Vous nous entendez? Oui, on vous entend. Oui, tout à fait. Non, rien pour l'instant, en tout cas. Pour ma part, il y a deux collègues qui m'ont rejoint. D'accord, très bien. Bon, en sachant que, mais bon, ça, on le dira plus tard en fin d'échange. Ce qu'on vous proposera aussi de toute façon, c'est pour ceux qui se mobiliseront sur le 67 en mars, on pourra très bien imaginer un petit point intermédiaire durant les 3 semaines qui seront allouées au contrôle pour vérifier que les outils mis en place, qu'il n'y ait pas de difficultés particulières. Et puis de toute façon, je le redis, mais en cas même de soucis, vous pourrez vous tourner vers nous sans forcément attendre la réunion. Bon, là, ce qui est un peu dommage, je vais laisser David reprendre. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être faire une démo en ligne par rapport au cloud et puis pour mieux visualiser les répertoires dans lesquels David fournira les semis de points et les différentes imagettes. Mais bon, là, par rapport aux contraintes techniques qu'on a depuis tout à l'heure, on va rester sur le PDF. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... La dernière fois, ça a assez bien fonctionné. On avait également accès aux données sur le cloud, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, non, là, je voulais dire, on aurait pu aller sur le cloud là pendant la réunion, vous montrer en direct, mais on va rester plutôt sur le PDF. Mais oui, tout à fait, ça avait bien fonctionné, mais là, justement, par rapport au contrôle des zones test, on va même un petit peu plus loin. Bon, il y aura potentiellement plus de travail, des emprises beaucoup plus grandes. Mais là... l'idée, en fait, c'est vraiment d'essayer de mobiliser un maximum les partenaires. Et comme on sait que forcément, il y a des niveaux d'usage aussi qui sont un petit peu différents, peut-être que par les imagettes, par le système d'imagettes qui a été pensé par David et qui va vous présenter là à la suite, on arrivera à mobiliser un peu plus de monde parce que l'approche est peut-être un petit peu plus simple que de télécharger le fichier en local et puis de commenter de générer des shapes et autres. Mais là, c'est vraiment en fonction des degrés d'utilisation des outils de chacun. Ok.
De toute façon, j'ai assez bien illustré quand même toutes les étapes. Oui, Donc, même si on ne fait pas ça en live, je pense qu'on arrivera à s'y retrouver, même après coup. Juste une slide sur le cloud pour vous dire un peu où est-ce que ça va se trouver. Donc, il y a un répertoire contrôle qui a été créé, dans lequel on a 3 répertoires imbriqués, donc contrôle imagette, contrôle QGIS, contrôle web mapping, qui sont du coup à ouvrir selon la méthode qui va vous plaire le plus. Sachant que normalement on peut aussi alterner si vous voulez faire quelques imagettes et puis en même temps aller contrôler quelques secteurs en kilomètres carrés sur QGIS, vous pouvez très bien le faire aussi, quoi. Mais en fait c'est pour bien dissocier les trois méthodes que j'ai mis en place en fait. Donc on va passer par le plan et on va passer tout de suite à la slide 13. Donc sur la slide 13, je vous présente donc au niveau du cloud l'endroit où on va trouver les données pour le contrôle sur web mapping. Donc en fait, il n'y a pas trop de données à récupérer ou à télécharger ou autre, puisqu'en fait les données sont sur le web mapping. C'est pas. En revanche, il y a les fichiers d'aide qui sont toujours là, qui étaient déjà là sur les zones test. Alors il y a 2 fichiers d'aide. Il y a le fichier d'aide que j'avais fait initialement, qui est à côté de l'outil là, l'œil. On a sous web mapping, on a un bouton aide qui va vous donner vraiment tout le détail de tous les outils qu'il y a sur la page de web mapping. Et j'avais fait un deuxième outil, enfin un deuxième document, comment utiliser le web mapping pour les contrôles, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de retours où il y avait des lenteurs, où il y avait des difficultés à se connecter, etc. Donc j'ai essayé d'expliquer la meilleure méthode d'utiliser le web mapping pour éviter justement de galérer avec des temps d'affichage ou des choses comme ça. Sachant que bon, nous de notre côté, on a assez bien identifié où est le problème, c'est qu'en fait, lorsqu'on fait des zooms, par exemple à la molette, on fait rouler la molette et on s'arrête entre temps. Et à chaque fois, le serveur, lui, il va recalculer une image pour l'afficher à l'échelle où on s'était arrêté dans notre mouvement de molette. Et en fait, quand on arrive à l'échelle où on veut voir la donnée, il est déjà en train de mouliner plusieurs images pour les renvoyer, ce qui fait qu'on a un temps d'attente plus long. Alors que par exemple, si on se met à une échelle fixe et qu'on se fait simplement des translations, du coup, on n'a pas ce souci-là et du coup, ça va plus vite. Bon, enfin, ça, c'est juste un petit détail technique. Donc, en fait, sur le répertoire du web mapping, vous allez quand même créer un nouveau dossier pour mettre vos résultats. Parce qu'en fait, il faut bien voir que ce répertoire de contrôle mapping, il va être ouvert à tout le monde. Donc, il faut bien créer chacun un répertoire dans lequel vous allez mettre les résultats de vos contrôles pour que ce ne soit pas noyé avec tous les autres. Donc, on crée un nouveau dossier. On lui donne par exemple votre nom à vous, et puis voilà, hop, ça y est, c'est dans le web mapping, et quand vous aurez toutes vos données, vous les mettrez à l'intérieur. Sur la slide 14, je pense que déjà beaucoup de gens ont utilisé le web mapping. Alors je rappelle quand même les contrôles qu'on peut faire sur le web mapping. Chaque outil a un peu ses spécificités. Le web mapping est vraiment pas dédié au contrôle thématique, parce qu'en fait, je peux générer un semis de points à contrôler. Sur les zones test, c'était assez facile parce qu'on pouvait balayer les zones test, trouver les points, etc. Sur le département en entier, c'est pas possible, quoi. Si je fournis même 3000 points, on peut pas s'amuser à balayer tout le département pour essayer de trouver ces points-là. Et comme je vous disais, si on passe son temps à zoomer, dézoomer, en fait, on va perdre beaucoup de temps. Donc à ce niveau-là, le web mapping est vraiment pas pratique pour la thématique. En revanche, afficher des écran à une échelle donnée et contrôler que la densité est bonne, l'homogénéité est bonne, des choses comme ça sur les contrôles de largeur minimale, précision de délimitation et densité d'information, c'est tout à fait possible. On affiche la donnée, on regarde l'ensemble de l'écran, on essaye de repérer des petites erreurs d'imprécision ou d'homogénéité, de parcelles qui n'ont pas été délimitées, etc. Et on peut les reporter. Alors vous avez 2 possibilités. Donc je passe à la slide suivante. Soit faire une saisie d'écran, tout simplement, faire attention de prendre les coordonnées qui sont en bas de la fenêtre
pour que moi je puisse savoir où est-ce que vous avez fait votre saisie d'écran. C'est quand même très important que je puisse retrouver l'endroit où vous avez travaillé. Et sur la saisie d'écran, commenter ou alors faire un commentaire à côté en disant voilà, j'ai repéré ça, etc., etc. Ça, c'est la méthode vraiment la plus simple. Soit on utilise vraiment tous les outils qui sont fournis par le web mapping. Dans ce cas-là, tout en haut du menu, on a des outils de dessin. On commence par créer sa couche. Donc, vous lui donnez votre nom ou un nom quelconque. Vous avez donc votre couche à vous qui se crée sur le net. Là, vous pouvez mettre du commentaire, vous pouvez dessiner, etc. Donc ça, c'est bien expliqué dans la doc sur le web mapping, comment tracer les polygones, changer la couleur, etc., etc. Et tout à la fin, donc cette couche, pour qu'elle ne soit pas perdue, on va l'exporter. Et dans ce cas-là, vous avez tout en bas là un petit bouton qui est accessible sous la couche qui s'appelle ma couche en gros, et qui permet d'exporter. Et ça va exporter la donnée que vous venez de dessiner, que ce soit polygone, texte, etc. Tout ça, c'est dans une même couche. Et ça va l'exporter au format JSON. Le JSON, c'est du web géoréférencé, en fait. Le JSON, bon, par exemple, sous QGIS, on peut le lire directement. On fait glisser le JSON sur QGIS et pop, ça s'ouvre comme si c'était un fichier SHEP. Moi, de toute façon, je récupère ces fichiers-là, je les reconvertis en SHEP pour mon travail personnel. Éventuellement, je les redéposerai sur le web mapping si d'autres personnes veulent consulter le travail que d'autres personnes ont fait et enregistré en JSON. Enfin, le format lui-même n'est pas un problème en soi. C'est le format d'export du web géoréférencé. Moi-même, je ne le connaissais pas avant. Mais bon, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, je ne suis pas trop rentré dans le détail pour le web mapping parce qu'en fait, les contrôles qu'on demande de faire sur le web mapping sont assez simples dans le sens où on se cale sur des écrans en entier, on essaye de repérer des erreurs dessus, et puis en fait, on fait soit un JSON, soit une saisie d'écran, et puis voilà. Donc, je passe à la slide suivante. Donc, une fois qu'on a enregistré ton JSON, forcément, on le dépose sur le web mapping dans le répertoire qu'on a créé à son nom. Et comme je vous disais, là, par exemple, sur QGIS, il suffit de faire glisser la couche dedans et je récupère donc le texte, les polygones, les points, enfin tout ce que vous avez pu dessiner et commenter sur votre travail, et c'est superposable avec l'image. Donc, pour moi, c'est parfait. Mon contrôle derrière, il est facile. J'ai tout ce qu'il me faut pour contrôler facilement. Si c'est une saisie d'écran, ça ne me gêne pas non plus. Simplement, il faudra bien faire attention de me donner les coordonnées de l'endroit où vous avez travaillé, parce que sinon, c'est quasiment impossible à retrouver à l'échelle d'un département. Je n'arriverai jamais à retrouver l'endroit où vous avez travaillé, quoi. Donc, on passe à la 17. Enfin, on peut passer à la 18 tout de suite. Donc, sur le web mapping, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des commentaires avant que je passe à la suite. Ouais, il y a aussi également un fichier enregistré image, non? C'est ça, pour avoir une image géoréférencée, ça vous va aussi, pas? Oui, ça me va. Moi, le seul truc, c'est que je sache où vous avez fait le travail, parce que sinon, ouais, comme je vous dis, c'est impossible à trouver, quoi. Ça sera du travail perdu, quoi. Ok, très bien. Donc, on va attaquer le contrôle qualité sur QGIS. Donc là, forcément, c'est pour les personnes qui maîtrisent un peu QGIS. Encore que la façon dont j'ai expliqué, je pense que vous allez voir, c'est pas si compliqué. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont déjà fait du SIG, quel qu'il soit, il n'y a rien qui ressemble plus à un SIG qu'à un autre SIG. Donc, sur QGIS, bon, déjà, on commence par aller dans le répertoire de contrôle QGIS sur le C-File. Donc là, vous allez trouver trois répertoires, agricole, artificiel, naturel. Vous commencez comme sur le web mapping à créer votre répertoire pour y déposer vos commentaires, vos fichiers, etc. Donc, on crée son répertoire à son nom. Et dans chaque répertoire agricole, artificiel, naturel, vous allez trouver des shapefiles. Alors, j'ai divisé agricole, naturel, artificiel, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent s'occuper que de l'artificiel. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas s'il y a des agences d'urbanisme qui ne s'intéressent pas du tout au naturel ou à l'agricole, ils se concentrent sur leur partie, et puis voilà. Ça vous permet de choisir ce que vous voulez contrôler, mais ça ne vous empêche pas de contrôler les trois si vous avez
envie de contrôler les trois. Et j'ai aussi séparé en lots, c'est-à-dire que pour l'artificiel, vous allez avoir plusieurs fichiers, lot 1, lot 2, lot 3, lot 4. En fait, c'est des paquets de points à contrôler. C'est pour éviter qu'il y ait des personnes qui contrôlent 2 fois le même lot. En fait, quand on veut contrôler un lot, on l'embarque sur son poste. En fait, on l'enlève du cloud. Comme ça, les autres ne peuvent pas le récupérer. Et il n'y aura pas de redondance dans les contrôles. Chacun aura fait un lot différent ou plusieurs lots, mais au moins 2 personnes n'auront pas travaillé sur le même fichier. Du coup, en gros, l'un des deux pour rien, quoi. Le but du jeu, c'est quand même d'optimiser le contrôle. Donc, c'est bien important à chaque fois, si vous récupérez un lot, de bien l'enlever du cloud pour éviter qu'il y ait quelqu'un entre-temps qui le récupère et qui travaille aussi dessus. Oui, c'est vrai que je me permets juste, David, de souligner ce point-là, parce que c'est vrai que sur la présentation, c'est bien indiqué faire une copie sur son poste. Donc, c'est même pas un copier-coller, hein. Il faut vraiment couper, vous assurer de bien les avoir en local chez vous, mais de bien les supprimer du cloud, puisque, comme tu le disais, il n'y a pas d'intérêt à ce que 2 personnes contrôlent le même secteur, le même échantillon de points, quoi. Donc, c'est vraiment pour optimiser le process. Je n'ai pas encore défini la taille des lots. On verra le moment venu. Est-ce que je fais des petits lots de 50 points? Est-ce que je fais des 100 points? Est-ce que je fais un peu plus? On verra le moment venu. C'est pas très important. Vous pourrez éventuellement, vous, me faire remonter l'information. Est-ce que c'est un 100 points, par exemple, d'un coup, ça vous paraît insurmontable? Est-ce que vous préférez avoir plutôt des lots de 100 ou 200? On verra ça à la fin de la présentation. Une question quand même, là, que justement, Florent, qui est avec moi, allait poser la question sur la taille des lots. On peut estimer alors je sais que c'est peut-être, il y a différents facteurs qui rentrent en compte, hein, je sais bien, mais on peut estimer à combien de temps passer, si on a par exemple un lot de 50 points, il faut compter combien de temps pour contrôler une cinquantaine de points. Alors, je sais très bien que c'est fonction à partir du moment où on reste sur une même échelle, à partir du moment... en fait, là où ça prend du temps, c'est quand il y a eu utilisation de données exogènes. Par exemple, on a utilisé la BD Ortho pour savoir que ça, c'était une école, des choses comme ça. Donc, dans ce cas-là, il faut aussi aller vérifier sur les données exogènes où est-ce que le producteur a bien pu trouver l'information que c'était une école, etc. Mais en tout cas, sur des milieux naturels, agricoles ou même de l'urbain, lorsqu'il n'y a pas d'informations exogènes à contrôler, qu'éventuellement on a juste à jouer sur la BD Ortho couleur naturelle et la BD Ortho IRC, d'ailleurs plus pour l'agricole ou pour les milieux naturels, le temps de regarder l'image, de décider si c'est bien classé et de noter si l'image est bien classée, je pense qu'une minute par point, c'est le grand maxi. Oui, donc on peut compter 1 heure, on va dire, pour un lot d'une cinquantaine de points, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que quand on a un doute, forcément. Oui. Ok. Donc, il faudra peut-être quand même bien veiller, effectivement, à ne pas faire des lots trop importants, quitte à ce qu'une même personne prenne en charge plusieurs lots si elle en a la possibilité. Oui, c'est ça. Moi, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, je scripte. Donc, qu'on fasse des lots de 50, 200, de 200, ou peu importe. Pour moi, c'est juste de le savoir, combien les lots, combien je fais de points, et puis voilà, quoi, c'est exporté automatiquement. Par contre, je viens de voir, je te coupe, hein, parce que je viens de voir une question de Jean-Marc là sur le chat. Comment éviter la redondance de vérification avec le web mapping? Normalement, comme on se choisit quelques kilomètres carrés sur l'ensemble du département, faudrait vraiment pas avoir de chance pour faire 2 fois le même endroit. Mais pour pallier à ça, on peut essayer, je pourrais définir par exemple des carrés qui correspondent à des zones. À part que, oui, voilà, c'est pas parce que quelqu'un fait un carré que quelqu'un d'autre ne le fera pas non plus. Donc, pour l'instant, j'ai pas de solution là à court terme. Je sais pas encore comment gérer ça. Si ce n'est que si je laisse la liberté à chacun de contrôler 1 kilomètre par-ci, 1 kilomètre par-là, la probabilité sur l'ensemble du département qu'on fasse 2 fois le même kilomètre carré me paraît assez faible quand même.
tout en sachant, mais on en rediscutera vraiment à la fin de la présentation, par rapport aux 3 possibilités web mapping, QGIS, Imaget, on simplifie. J'aimerais bien à la fin de la présentation avoir le ressenti un petit peu de chacun, puisque finalement en amont, je me trompe peut-être, mais j'ai quand même l'impression qu'on va être plus sur du QGIS ou de l'Imaget, parce que le web mapping, il y a aussi toutes les contraintes que David nommait tout à l'heure, que finalement le web mapping est pas vraiment adapté pour le contrôle thématique. Or, c'est vraiment le contrôle thématique qui est prioritaire. Alors, je dis pas, j'espère que certains feront aussi du contrôle géométrique sur les précisions de tracé qu'on a évoquées tout à l'heure, mais la priorité, c'est vraiment le contrôle thématique. Donc, finalement, si le web mapping est peu utilisé, il faudra aussi qu'on soit vigilant, peut-être pas trop investir de temps sur l'outil-là en préparation, pour David, quoi. Mais voilà, on pourra en rediscuter un peu tout à l'heure aussi. Donc sur le contrôle qualité pour QGIS, donc on peut faire tous les contrôles, c'est le seul sur lequel on peut faire tous les contrôles, puisque de toute façon, par défaut, c'est le ECG intégral. Donc là, soit sur les secteurs, soit sur les semis de points que je vais fournir. Donc la première étape, c'est de commencer à charger les images. Donc là, en fait, on va dans... du coup, j'arrive pas à lire dans raster, il me semble. Oui. Ajouter une couche WMS, WMST. Donc on passe à la slide 20. Voilà. Là, on fait donc nouveau, et je ne l'ai pas donné en clair, mais je pense que sur le PDF ou le PowerPoint, c'est bien lisible. Il faut donner l'adresse du flux du GeoGrandTest sur lequel on va trouver toutes les données. Donc, c'est celle geograndtest.fr, GeoServer, GeoGrandTest /WMS. Une fois qu'on a rentré cette adresse, en fait, on va avoir à disposition toute une liste de données. Il y a des données SIGAL, il y a des données ortho, etc. Donc, on va choisir les orthos dont on a besoin. En l'occurrence, là, dans la première étape, ça sera le département 67. Donc, il y a les orthos RVB en couleur naturelle, et il y a aussi les orthos IRC en infrarouge. Donc, on définit bien que c'est du TIFF. Et puis, à un moment donné, quand on va passer à l'étape suivante, il va nous demander quelle est la projection qu'on veut utiliser. Donc, là, c'est pas le RGF 93 qui est spécifié en haut de la liste, mais c'est bien le RGF 93, Lambert 93, que j'ai spécifié dans le menu. Simplement, le code PSG n'est pas le même, et celui qui est à utiliser, c'est vraiment celui du bas. Une fois que c'est fait, on ferme, et l'image est chargée dans QGIS. Donc c'est une image par flux, c'est-à-dire que chaque fois que vous vous déplacez, en fait, il va, comme sur le web mapping, il va aller chercher l'image sur le GeoServer. Donc en fait, selon la vitesse de votre connexion, éventuellement les problèmes de sécurité, etc., ça peut être plus ou moins lent. Je ne pense pas que ça puisse être impossible, il n'y a pas de raison. Mais enfin, le moment venu, si vous avez des difficultés, de toute façon, vous pouvez toujours m'appeler et on voit ça ensemble, et puis on essaye de régler le problème. Je passe à la 21. Donc ensuite, il faut charger le lot de contrôle que vous voulez contrôler. Donc là, vous avez copié le lot du CIFAL vers votre poste. Amandine, tu es une slide trop loin, oui, c'est celle d'avant. Je suis donc il suffit de faire glisser sur la fenêtre de QGIS et le lot de points se charge. Donc voilà. Ensuite, on passe à l'étape suivante cette fois-ci. On passe bien à la slide 22. Vous avez forcément besoin de charger la photo-interprétation de CIRS. Donc, il faudra bien faire attention sur les lots de points et sur la photo-interprétation de CIRS. Juste bien faire attention qu'on charge le lot de points correspondant à 2019 pour la photo-interprétation de 2019 et le lot de points intitulé 2010 pour la photo-interprétation de 2010. Parce que sinon, forcément, vous allez vous retrouver avec plein d'erreurs qui n'en sont pas.
Donc, charger donc, la photo-interprétation qui va être fournie par Circe. Donc là, c'est pareil, elle sera à disposition sur le C-File, puisque de toute façon, ils vont déposer leur fichier sur le C-File. Donc, récupérer, là, j'avais pas forcément les informations définitives, donc je suis encore sur les zones test de Strasbourg, mais le moment venu, donc il y aura département 67 entier, etc., les 2 millésimes, l'évolution et tous les produits que normalement le Circe doit livrer. Donc une fois qu'on a fait ça, on a donc les 2 images là, tout à gauche, l'image en IRC, l'image en RVB, l'occupation du sol, là j'ai chargé avec la 2019, en l'occurrence sur Strasbourg, et le lot de points à contrôler, les petits points là qu'on voit déjà sur l'écran. On passe à la 23. Hop. Donc sur la slide 23, donc là, on va passer en mode édition pour pouvoir modifier la table attributaire de la couche de points de contrôle. Donc ça commence déjà, on va déjà commencer par ouvrir la table attributaire. Donc sur la couche de contrôle, on déroule le menu, ouvrir la table d'attributs, et vous allez avoir apparaître la table qui se trouve en dessous, avec un ID que moi ou que Circe on va définir pour pouvoir se retrouver sur les numéros de polygones. Le libellé, en fait, pour simplifier, moi sur les zones test, sur les points de contrôle que je vais vous fournir, je vais simplifier les tables attributaires. Je vais juste vous donner le libellé du niveau 1, et après je passe directement au niveau 4 pour éviter qu'on ait des tables attributaires trop lourdes à manipuler avec un nombre de champs qui ne va pas forcément vous intéresser. Ensuite, j'ai défini donc notamment une colonne comme CQC, où là, vous allez pouvoir entrer du commentaire libre à l'intérieur pour justement dire ce polygone-là, il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a quelque chose, enfin, ou alors il est valide, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, on peut donc, pour sélectionner l'entité qu'on veut contrôler, il suffit de cliquer sur, par exemple là, sur l'exemple du bas, il suffit de cliquer sur le 2 qui est à côté, hein, ça marche comme sur Excel. Ça sélectionne la ligne, on la voit, ça apparaît tout en bleu. Et en fait, en cliquant sur le petit icône avec les 4 losanges, le SIG va se déplacer directement sur le point. Donc on fait bien attention par contre d'être à la bonne échelle, au 2 millième. Et ensuite, vous allez pouvoir passer en revue tous les points. Pour le suivant, vous cliquez sur le 3, vous cliquez sur le petit bouton avec les losanges, et le SIG va vous positionner dessus, vous faites votre contrôle, vous passez au point suivant, etc., jusqu'à temps que vous ayez fini votre lot. Sur la slide 25, donc pour pouvoir éditer la table attributaire, il faut passer en mode édition. Sinon, on peut juste la consulter, mais on ne peut pas écrire dedans. Donc, pour passer en mode édition, sur l'outil QGIS, il y a un petit crayon jaune, là, il suffit de cliquer dessus. Faire attention que vous êtes bien sur la couche de point de contrôle et non pas sur l'occupation du sol ou sur les images dans le menu de gauche. Donc, bien sélectionner la bonne couche que vous voulez éditer, passer en mode édition, et cette fois-ci, dans la table attributaire, vous allez pouvoir modifier les valeurs. En l'occurrence, soit dans les commentaires, si vous voulez mettre un commentaire libre, soit j'ai fait aussi une colonne code SUG, si vous souhaitez indiquer le code que vous pensez plutôt attribuer à ce polygone-là par rapport à ce qui avait été fait par Circe. Pour savoir que vous êtes passé sur le polygone et que vous l'avez validé, j'ai aussi besoin de le savoir. Donc à ce moment-là, on peut mettre par exemple dans le commentaire un OK, comme ça on sait que le polygone, on est passé dessus et qu'il est valable. Et à l'inverse, comme j'avais dit tout au début de la présentation, si vous n'arrivez pas à avoir un avis parce que vous savez pas vraiment, je préfère à ce moment-là que vous passiez dessus, qu'on mette ni commentaire, ni OK, ni rien du tout. Comme ça, au moins, ça n'introduit pas d'erreur par rapport à une indécision ou un manque d'avis par rapport à ce qui a été vu sur l'interprétation. On passe à la 25. Donc sur la 25, une fois qu'on a fini tout son travail de contrôle, donc il faut sauver la couche qu'on vient de rééditer. Alors c'est tout simple, il suffit de recliquer sur l'icône
du petit crayon jaune. Là, je ne l'ai pas mis, mais en fait, il va vous poser une question. Est-ce que vous voulez sauver le travail? Vous dites oui, etc. Voilà. Et une fois que vous avez fini, donc le contrôle, la couche de contrôle de points que vous avez modifiée à l'instant, vous la redéposez sur le C-File, enfin sur le cloud, dans le répertoire que vous avez créé à votre nom tout au début. Pour ceux qui sont très aguerris, là vraiment on est dans le niveau dessus. Vous pouvez éventuellement isoler les polygones sur lesquels vous n'avez pas pris de décision, les mettre dans une autre couche et les remettre dans le lot commun. Comme ça, si quelqu'un derrière veut repasser dessus, c'est possible. Faut juste, à ce moment-là, c'est diviser la couche en faisant une sélection sur les attributs. Tous ceux qui n'ont pas été faits, on les enregistre dans une autre couche et on les remet dans le pot commun. Comme ça, quelqu'un peut repasser derrière sur ceux sur lesquels vous n'êtes pas passé. Donc là, on a fini pour QGIS. J'ai vraiment bien détaillé. Je pense que même si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'outil, vous devriez pouvoir quand même vous en sortir. Je ne sais pas si vous avez des questions pour l'instant, avant qu'on passe à la méthode suivante. Pas de questions. Ok, bon, je passe sur la méthode des imagettes. Donc là, j'ai pensé, donc sur la slide, je suis sur la 27. J'ai pensé à quelque chose qui serait beaucoup plus facile pour tous ceux justement qui ne sont pas aguerris ni en SIG, et enfin surtout en SIG, puisque sur le web mapping, on ne peut pas faire forcément du contrôle thématique. Donc si les gens déjà n'ont pas QGIS sur leur poste ou sont vraiment pas aguerris, on s'est demandé comment faire en sorte qu'ils puissent quand même faire du contrôle sans trop de difficultés. Donc en fait, j'ai mis en place ce contrôle. Donc c'est pareil, sur le cloud, vous avez contrôle imagette, et là, vous allez avoir à l'intérieur trois choses. Un répertoire commun, un modèle de répertoire à copier, sachant qu'à l'intérieur, il y a une architecture de répertoire, et un fichier Excel de contrôle, éventuellement aussi à copier. Donc vous commencez par faire pareil, toujours pareil, un nouveau dossier, vous donnez votre nom pour pouvoir mettre vos résultats, et vous copiez sur votre poste le modèle que vous allez renommer et le fichier de contrôle XLS que vous allez renommer aussi à votre nom. Donc on passe sur la slide suivante, la 29. Donc c'est là, c'est ce que je vous ai mis, hein, le modèle à copier, vous le renommez. Là, tout à gauche, je l'ai renommé à Amandine. Vous copiez donc le fichier de contrôle que vous renommez aussi. Il y aura aussi la nomenclature qui sera fournie pour que tout le monde quand même puisse voir quelle est la nomenclature, quels sont les UMC, etc., etc. Et en fait, donc ensuite il y a un répertoire commun, donc tout à droite. Dans un répertoire commun, vous allez retrouver des imagettes. Bon là, elles sont toutes identiques parce que j'ai fait des copier-coller juste pour avoir le bon nombre, mais elles seront toutes différentes le moment venu. En fait, chaque imagette, donc on va passer à la slide suivante. Chaque imagette correspond à un polygone. Donc là, l'imagette de droite ou de gauche, on a un polygone différent. Là, d'un côté, on a du milieu arbustif, de l'autre côté, c'est un cimetière. Donc, il y a une en-tête pour chaque fichier. Donc, le numéro d'idée, bon, ça, c'est surtout pour moi me retrouver. Le code, c'est le code correspondant à ce que CIRS a décidé au niveau de ce polygone. Donc, l'intitulé associé à côté, parce que c'est sûr que tout le monde ne connaît pas les codes par cœur. Le millésime, pour être sûr de ne pas se tromper, 2018 ou 2010. L'échelle à laquelle ça a été fait, cette imagette. Donc là, j'ai fait du 2000e ou du 2500e. Il est possible que sur les très, très grands polygones qui ne nécessitent pas d'être vraiment zoomés, notamment l'agricole, la forêt, etc., je change d'échelle. C'est possible que pour avoir un polygone qui tient dans l'imagette, je change au 5 millième. Le moment venu, je réfléchirai à la question si je fournis 2 imagettes ou pas. Enfin, on verra. Mais de toute façon, faire le contrôle au 5 millième pour les milieux naturels, ça pose pas vraiment de problème, quoi. On distingue assez bien et presque à la limite, des fois, c'est mieux parce qu'on a une vue d'ensemble sur des entités qui sont assez grandes. En revanche, sur tout ce qui va être urbain, on sera bien sur le 2 millième. Et l'agricole, pareil, comme des fois, on a des grandes parcelles.
je ferai peut-être une échelle du 5 millième et je réserverai le 2 millième à tout ce qui est pépinière, verger, etc., tout ce qui est un peu plus précis. Et donc ensuite, le type, donc le département et le type d'image. Est-ce que c'est, de toute façon, on le voit tout de suite, est-ce que c'est l'image naturelle ou est-ce que c'est l'image IRC? Voilà, on passe à la slide suivante. Et donc, dans le modèle de répertoire que je vous ai demandé de copier, on retrouve 4 autres répertoires, chacun avec un doute, erreur de code, erreur de délimitation ou valide. Et le but du contrôle, c'est en fait de récupérer des imagettes du cloud, de bien les couper, non pas de les copier-coller, mais vraiment de les couper. Et là, vous les passez en review et vous allez les mettre dans les répertoires correspondants. S'il est valide, vous le mettez dans le répertoire valide. Si vous avez un doute, à la limite, vous le mettez dans le doute, etc. Et vous pouvez aussi passer sur des imagettes sur lesquelles vous ne voulez pas prendre de décision. Vous ne les classez pas dans l'un de ces 4 répertoires. Et une fois que vous avez fini votre contrôle, vous remettez donc le répertoire contenant ces 4-là sur le cloud dans votre répertoire personnel. Et les imagettes que vous n'aurez pas voulu contrôler, etc., vous le remettez dans le répertoire commun où il y a toutes les imagettes. Donc les imagettes, elles sont quand même identifiées par un intitulé, agricole, artificiel, naturel. Éventuellement, si ça arrange les gens, je pourrais faire 3 répertoires pour les classer. Vous en emmenez autant que vous voulez pour les contrôler. Vous redéposez le répertoire contenant celles que vous avez contrôlées et celles sur lesquelles vous n'avez pas voulu vous positionnez, vous les remettez dans le commun pour que quelqu'un d'autre passe dessus. Donc là, vraiment, on a essayé de simplifier au maximum le contrôle. Et à côté de ça, donc sur la slide 31, j'ai quand même fourni un fichier Excel qui permet de faire une saisie de tableau complémentaire. C'est pas forcément, obligatoire. Il y a des moments où l'erreur est tellement flagrante que de toute façon, c'est pas la peine de le préciser. Mais si vous voulez rajouter un commentaire, donc vous retrouvez les noms des fichiers sur la colonne A. Vous pouvez sélectionner sur la colonne B le type d'erreur que vous avez relevé et rajouter un commentaire associé derrière, un commentaire libre pour éventuellement bien préciser ce que vous avez vu par rapport à l'imagette. La slide 32. Hop. Donc là, même principe. Le répertoire que vous avez copié à votre nom, le fichier d'Excel copié à votre nom aussi si vous l'avez utilisé, vous le remettez dans le cloud sous le répertoire à votre nom que vous avez créé aussi. Et tout ce que vous n'avez pas trié, vous le remettez dans le commun et quelqu'un d'autre passera dessus après vous ou en même temps, enfin peu importe. La slide 33, c'est un peu les questions que tu voulais poser, Amandine. À savoir quelle technique vous paraît le plus facile. Je me doute bien que c'est les imagettes, mais quelle technique vous envisagez éventuellement d'utiliser pour le contrôle? Donc là, je laisse la parole à tout le monde. Tout d'abord, merci David pour ta présentation, bien complète à mon sens. Hein. Je veux dire, je laisserai après le soin à chacun de réagir, mais c'est vrai que je pense qu'on a quand même une vision assez claire, même sur QGIS, hein, de comment aller chercher les flux, etc. Alors, je vois que Jean-Marc nous dit qu'il utilisera par exemple, lui, en priorité QGIS et ensuite les imagettes. Je me joins à lui. Enfin, voilà. Moi, j'ai personnellement le même avis. Je pense que j'utiliserai en priorité QGIS, ensuite les imagettes. Apparemment, c'est le cas le même pour le SGAR. Je ne sais pas, Florence, tu as un avis? Je laisse chacun. Oui, enfin moi QGIS ça ne me dérange pas. Juste que je sois sur les points sur QGIS et les imagettes, c'est pas les mêmes. Hein,
Non, c'est pas les mêmes. En fait, justement, si je sais que 50% des gens vont travailler sur QGIS et 50% sur Imaget, je sépare le lot en deux et je génère donc 50% sur QGIS et 50% sur Imaget. Si je sais qu'il y a très peu de gens qui vont travailler sur QGIS, je vais privilégier les Imaget par rapport à QGIS. C'est pour ça que j'ai quand même un peu besoin de savoir à l'avance. Bon, ça pourra se faire le moment venu, hein, mais de savoir un peu à l'avance plutôt quels outils vont être utilisés. Quoi. La question que je me pose, c'est quels sont les avantages de QGIS par rapport aux Imaget ou inversement Les Imaget, elles ont un inconvénient majeur, c'est qu'on n'a pas les données exogènes qui sont calquées sur l'Imaget. En fait, on n'a qu'un avis, c'est l'image qui est en dessous. C'est le seul désavantage. Mais quand je vais générer les Imaget, je pense que je vais éviter de sélectionner les classes sur lesquelles il y a des difficultés de ce genre, c'est-à-dire notamment les administrations, les services publics, les chasses, etc. Pour le RPG ou la couche forêt, c'est moins grave parce que même sans la couche RPG, même sans la couche forêt, on arrive quand même à reconnaître ce qu'il y a sur une image. Il peut y avoir des erreurs, c'est pas toujours facile, mais moi je suis là derrière après pour recontrôler. Mais c'est sûr que sur les classes vraiment qui nécessitent de l'information, parce que c'est impossible de savoir que c'était une école, sauf si on voit une cour de récréation, choses comme ça, je pense que je vais les écarter des Imaget parce que de toute façon c'est peine perdue pour celui qui n'a pas les informations. Non, moi, les Imaget, pourquoi pas, et QGIS en deux. D'accord. Donc là, on aurait plutôt les Imaget en premier lieu et ensuite QGIS. Après, tout dépend. Sachant que il y aura un autre facteur peut-être à prendre en compte, mais là, ce sera vraiment au moment venu. Ce sera aussi le facteur temps finalement. C'est vrai que les Imaget peuvent être vues comme une solution moins chronophage peut-être. Bon. La deuxième contrainte aussi sur les Imaget, c'est que l'Imaget étant, là je ne sais pas encore, mais ça sera certainement du format, au moins le format qui tient dans un écran, que je ne peux pas y mettre des très 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 grands polygones, sinon je suis obligé de changer d'échelle. Dans ce cas-là, je pense que c'est pareil, pour générer les Imaget, j'écarterai les polygones les plus grands qui ne peuvent pas tenir à l'intérieur. Donc ça génère un petit biais encore par rapport à la méthode QGIS, mais bon, c'est pas très très gênant en fait. Bon, après, il y a quand même d'autres choses à prendre en considération, hein, même si c'est, nous qui proposons ces différentes méthodes. Il y a tout le temps de préparation pour TTI Production et ensuite les reprises. Je pense effectivement qu'elles seront plus simples avec les fichiers Shape de QGIS. Pour toi, capitaliser tous les retours, les Imaget, ça demandera forcément un peu plus de travail. Par rapport alors, donc là, on parle bien du contrôle thématique. Si vous voulez faire des contrôles géométriques, si c'est le web mapping, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, ça sera plutôt de la saisie d'écran, etc. Mais si vous utilisez carrément QGIS, dans ce cas-là, autant utiliser le SIG dans toute sa puissance. On fait un cadre, un polygone qui matérialise l'endroit qu'on a contrôlé, et on fait du commentaire directement dedans ou carrément dans la couche d'occupation du sol qu'on aura repris de CIRS et sur lequel on aura fait un extract. Bon, là, on rentre dans l'utilisation de SIG un peu plus poussée, mais voilà, quoi. On peut à ce moment-là, sur QGIS, quand même utiliser toutes les potentialités du SIG quand même. Oui, nous, on peut aussi faire un retour. Agence d'urbanisme à Strasbourg, je pense que nous, on travaillera principalement sur QGIS. Voilà. D'accord, merci. Je regarde juste par rapport à la liste des participants. Je ne sais pas si Nadia et Christophe, vous souhaitez réagir peut-être? Pour ma part, je pense que j'utiliserai QGIS, même si ce n'est pas mon outil de référence premier, on va dire, mais je passerai par le SIG quoi qu'il arrive. D'accord. Bon, de toute façon, la méthode des Imaget qu'on avait mis en place, c'était aussi pour les gens qui déjà ne maîtrisaient pas forcément l'outil, un moyen simple de faire un contrôle sans qu'on ait besoin d'un outil, de se former sur l'outil, etc. Même si à la base, QGIS n'est pas si difficile que ça
à manipuler. Non, après, bon, c'est vrai que là, on n'a pas l'ensemble du groupe projet hein, qui est représenté. Après, est-ce qu'on arrivera à mobiliser plus de partenaires au moment du contrôle? Bon, en tout cas, là, pour le 67, je ne pense pas. Hein. Je pense qu'on va fonctionner sur les personnes qui sont présentes. Après, effectivement, ce qu'il ne faut peut-être pas oublier, c'est qu'on est sur une production qui va durer presque 2 ans et que tout au long du projet, on peut avoir d'autres personnes qui s'investissent et qui ont peut-être un niveau d'usage de QGIS un peu moins avancé. Donc, peut-être ne pas écarter les imagettes, mais après, effectivement, c'est bien qu'on ait une idée là du prorata. On sait qu'on va être une majorité à utiliser QGIS. Donc ça, c'est une information importante pour toi, David, pour générer après l'échantillon. Ouais. Je me retourne encore vers les participants, hein, Christophe Desnolines, peut-être, qui nous a rejoint, et Xavier. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez réagir ou via le chat pour nous dire quelle solution vous préférez. Mais on se rend compte un petit peu ce qu'on pressentait par rapport au web mapping. Bon, ce ne sera pas la solution là. Pour le contrôle thématique, de toute façon, c'est pas la solution du tout, puisqu'on ne peut pas. C'est pas la solution préconisée, voilà. donc. Non, c'est ça. Donc, nous, ça a un intérêt quand même qu'on puisse identifier voilà, le fait que les contrôles géométriques ne soient pas faits sur le web mapping, parce que ça veut dire aussi pour toi de pouvoir te concentrer en priorité sur la génération des échantillons de points pour QGIS et pour les imagettes, quoi. Après, bon, j'ai donné l'exemple de QGIS parce que c'est celui que les gens. Mais ça peut être ArcMap, ça peut être ArcGIS, ça peut être n'importe lequel. Hein. Après, c'est effectivement, hein, peu importe les outils, du moment qu'on est sur les standards. Moi, Desnolines, là, pardon, excusez-moi, je vous rejoins vraiment tardivement. Du coup, j'ai suivi surtout le dernier outil qui me semble abordable. Donc, oui. Sans avoir la vision complète de ce qui a été présenté, et je renouvelle mes excuses. Voilà, Imagette me semble abordable. D'accord, très bien, merci. Et Xavier Chep, pour moi, ça sera les 6G. Là. Ok. Juste un autre petit sondage aussi. Est-ce qu'il y en a qui se sentent de faire le contrôle, les autres contrôles que les contrôles thématiques, c'est-à-dire sur les contrôles de géométrie? Est-ce qu'il y en a qui se sentent de faire ça, ou est-ce que vous allez principalement faire de la thématique? Pour ma part, ça sera prioritairement de la thématique et en fonction du temps que j'ai attribué, peut-être du contrôle géométrique, mais ça pour l'instant je ne peux pas trop encore préciser. D'accord. Pour ma part, Xavier Chep, je ferai les deux. Hein. Je pense soit alternative, possiblement, ce serait plutôt les deux. D'accord, ok. Moi aussi, Florent, moi je ferai les deux aussi, en tant qu'une question de temps, quoi, donc ce sera les deux. Mais d'ailleurs, si vous travaillez tous à peu près sur QGIS et qu'on laisse plus ou moins tomber le web mapping, ce que je peux faire, c'est, comme j'ai fait pour les semi-points, je définis des cadres d'1 km², je fais des cadres l'O1, l'O2, l'O3, et comme ça on embarque son cadre, on fait son cadre, et il n'y a personne d'autre qui peut le faire, même par accident, tout comme les semi-points, quoi, en fait. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques. Mais bien. Alors, il y a une question de Jean-Marc sur le chat. Dans le cours d'analyse thématique, on voit des erreurs géométriques. Il faudrait les faire remonter. Normalement, sur l'échantillonnage de points, là, je simplifie la vie en disant qu'on se concentre sur la thématique. Mais moi, par exemple, quand je fais mon contrôle sur le semi-point,
c'est évident que je contrôle tout à la fois. Je contrôle à la fois la thématique, puis en même temps, si le polygone il est vraiment mal tracé, ben, je l'indique en erreur. Donc en fait, dans le contrôle, si vous le faites sur QGIS, par rapport au semis de points qui sera fourni, vous pouvez aussi reporter les erreurs géométriques de ce polygone-là. Si à côté, si l'erreur elle est sur un polygone qui est à côté, éventuellement, à partir du moment où vous avez l'identifiant du polygone ou la limite, ou peu importe, en tout cas qu'on puisse l'identifier, vous pouvez aussi reporter l'erreur. Ce qui m'embête plus, par contre, dans cette méthodologie, c'est qu'au moins sur le semis de points, on reste sur une base statistique, c'est-à-dire qu'on contrôle des points, ils sont faux, ils sont pas faux. À partir du moment où on cherche l'erreur spécifiquement, on introduit un biais dans la statistique parce qu'on a fait l'effort de trouver des erreurs et du coup, on n'a plus la même notion de statistique au final. Donc, je ne suis pas certain qu'il soit vraiment pertinent d'aller contrôler les polygones qui se trouvent autour de celui qu'on contrôle en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, interrogations à ce stade? Bon. Alors, bon, déjà, encore une fois, hein, merci David pour la présentation. Donc, le PDF vous a été transmis. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la présentation a été enregistrée. Donc, on pourra aussi vous la rediffuser pour vous permettre aussi de revenir sur un point, une méthode ou autre, de capitaliser un petit peu les échanges. Donc, l'enregistrement, je vous le diffuserai par mail. Et puis, de toute façon, après, à terme, il sera aussi disponible sur GeoGrandTest et sur le cloud. En guise un petit peu de conclusion, on est revenu sur l'autre slide. Donc, évidemment, comme je le disais au démarrage, il y a un réel enjeu de participation du groupe projet, puisque vous avez la connaissance métier et la connaissance terrain. Donc là, on va un petit peu essuyer les plâtres, si on peut le dire comme ça, sur le premier département. Donc après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que sur les livraisons successives sur les autres départements, donc on sera peut-être sur de plus grosses emprises, mais normalement on aura aussi, la méthode de production chez TIR sera aussi bien rodée, et donc on devrait faire face normalement à moins d'erreurs. On n'est pas à l'abri évidemment de glissement de calendrier, donc là on le tient vraiment pour le 67, on aura vraiment ils nous l'ont assuré, il n'y a pas de problème à ce stade. Donc, on aura vraiment les premières données à contrôler donc début mars. Donc, vous avez du temps donc, à accorder sur les 3 premières semaines. Et ensuite, comme je le disais, on sera plutôt après avril, mai pour les 2 autres secteurs. Et puis après, pour les autres départements, on sera plutôt sur la deuxième partie de l'année à partir du mois d'août. En sachant que l'objectif, c'est d'avoir 4 départements produits d'ici la fin de l'année. Alors, ce dont on peut convenir, donc je le répète, en cas de difficulté, remarque, questionnement quelconque, n'hésitez pas à revenir vers Xavier ou moi ou directement vers David Loy. En tout cas, ce qu'on pourrait aussi imaginer, c'est faire une nouvelle réunion sous forme de visio, alors certainement beaucoup plus courte, à l'issue ou intermédiaire au contrôle du premier secteur pour faire un point tout simplement sur des difficultés éventuelles qui seraient rencontrées, mais aussi un point d'étape sur les erreurs et la qualité du produit finalement. Donc on pourrait très bien l'imaginer une deuxième semaine de mars pour un petit point intermédiaire. Est-ce que ça conviendrait à tout le monde ou est-ce que ça
ça vous paraît pas nécessaire parce que finalement, par rapport aux explications d'aujourd'hui, les méthodes vous paraissent assez bien cadrées et puis on pourrait faire un point plus tard, quoi. Alors, je regarde en même temps le chat. Bah, effectivement, Jean-Marc, il y aura effectivement la période des 2 semaines de congé au mois d'avril. Donc, donc, il faudra tenir compte de ces échéances-là et de ces contraintes sur le contrôle. Donc, après, Sachant que l'engagement d'un contrôle ne bloque pas CIRS non plus. Ils attaquent normalement d'autres secteurs en même temps. Donc, on peut décaler les contrôles d'une semaine ou deux. Ça ne le bloquera pas et ça arrangera tout le monde, quoi. J'avais juste 2 choses à ajouter que j'ai oubliées. Le contrôle tous les contrôles que je vous ai indiqués se font sur le niveau 4 de la nomenclature. C'est-à-dire qu'on va écarter le niveau 5 qui va être contrôlé à part par mois pour éviter que les polygones soient trop segmentés à l'intérieur d'une même thématique. Par exemple, qu'on ait de l'urbain lâche et à l'intérieur toutes les maisons qui sont indélimitées, etc. Donc en fait, j'ai convenu aussi avec CIRS qu'on fournirait une couche d'occupation du sol uniquement du niveau 4, sans le niveau 5, pour bien se concentrer sur la thématique et ne pas être perturbé par le niveau d'imperméabilité. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est peut-être les premiers contrôles, ne pas être trop gourmand. Enfin, je préfère avoir sur les 10 départements un contrôle assez régulier avec la même quantité qui est vérifiée, plutôt qu'un gros contrôle dès le départ et puis un essoufflement après. Parce que sinon, ça va introduire des biais dans les contrôles des départements. Il y en aura qui ont été contrôlés mieux que d'autres et c'est pas forcément bon, quoi. Oui, effectivement, c'est un paramètre à prendre en compte. Donc, on espère avoir un groupe qui tienne sur la durée. Effectivement, il y en a jusqu'à fin 2021 pour le contrôle. S'il n'y a pas d'autres remarques, d'autres questionnements, on va pouvoir rapidement conclure. De toute façon, la présentation, donc vous l'avez, on vous retransmettra l'enregistrement. Vous serez informé via la liste OCS de toute façon de la disponibilité des données et de la disponibilité aussi de l'échantillon des différents échantillons qui seront générés par TTI. Je reviendrai rapidement vers vous pour vous proposer donc un petit point intermédiaire d'une heure. Donc comme je le disais, peut-être certainement semaine 11, deuxième semaine de mars, pour nous permettre d'échanger suite au démarrage du contrôle. J'en profite aussi d'une manière plus large pour dépasser un petit peu le contrôle, mais par rapport à l'avancement du projet, aux dernières informations. Donc là, il y a un mail qui vous est parvenu ces derniers jours. Donc on démarre aussi en parallèle les travaux avec la plateforme A2S, donc l'application pour la surveillance satellitaire de l'Université de Strasbourg le 6 février. Donc n'hésitez pas à le noter dans vos agendas. Il y aura des possibilités de participation en visio. Donc là, le but des travaux, je le rappelle, c'était de pouvoir enrichir les futures données sur des postes à enjeu, notamment les milieux naturels, mais aussi la tâche artificialisée. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que normalement, vous avez tous déjà les informations. Tant qu'on est sur les save the date, il y a aussi les travaux avec le CEREMA démarreront le 5 mai à Metz. Bon, là, c'est un peu plus lointain, c'est pour ça qu'on n'a pas encore diffusé les informations. Et les travaux de valorisation de l'OCS démarreront quant à eux le 28 avril, aussi à Metz, avec la société Kermap. Donc là, l'idée, c'est d'anticiper sur la disponibilité des données sur fin juin, de pouvoir avoir dès le mois de juillet des premières formations à l'usage des données, mais aussi des premiers produits et services à valeur ajoutée, notamment les atlas, tous les différents indicateurs. Donc on va commencer à y travailler dès le mois d'avril. Mais vous serez informés de toute façon régulièrement. Voilà, donc je note bien ta participation, Jean-Marc, le 6. Si personne n'a
de questions supplémentaires ou de remarques, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cet échange. Et puis de toute façon, on reste informé pour le démarrage du contrôle. Et puis en cas de besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis encore une fois, merci David pour tes explications. Je pense que c'était très clair. Merci. À bientôt. Bonne fin de journée. Merci. À bientôt. Au revoir.